Histoire pour les oreilles. De l'autre côté de la montagne, dans la forêt de sapins, il y a une tanière, cachée derrière un gros rocher. C'est la maison de la famille Loup. Il y a Gros Loup, le papa, Marie-Loup, la maman, et leurs 2 petits-enfants. Lilou a 6 ans et elle va à l'école. Loulou, son petit frère, a 5 ans et souffre d'une terrible maladie, très rare chez les loups. Il a peur de tout. Une branche qui se casse quand il se promène et il se cache derrière un buisson. Une chouette qui ulule dans la nuit et il pousse des hurlements. Et je ne te parle même pas des soirs d'orage. Il se blottit sous sa couette avec les pattes sur les oreilles et attend, immobile, la fin du tonnerre. Quand ses copains viennent le chercher pour aller jouer près du ruisseau, Loulou ne veut jamais y aller et préfère rester dans sa chambre. Il dit qu'il a autre chose à faire parce qu'il n'ose pas leur avouer qu'il a trop peur. Il ne sort qu'avec sa maman, à qui il tient solidement la patte. Ça le rassure. Mais ses copains se moquent de lui sans arrêt. Tu n'es qu'un petit bébé qui a peur sans sa maman. Ouh, 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 Loulou. Va te cacher, va te cacher, va te cacher, Loulou. Et Loulou court vite dans sa chambre, ferme la porte à clé et se met à pleurer. Un petit bruit se fait entendre, des coups sur les volets. D'abord, bien sûr, Loulou est terrifié, mais il entend une petite voix toute douce et gentille. « Ouvre la fenêtre, Loulou, c'est moi, Balthazar !» Balthazar, c'est son copain le renard. C'est le seul qui ne se moque pas de lui. Parce que les moqueries, Balthazar, il connaît. Il en a beaucoup souffert quand il était petit. Alors s'il peut aider Loulou, il le fera. « Viens, Loulou, on va dans la forêt. Je comprends que tu aies peur, mais je vais tout t'expliquer. Et tu verras, tu auras plus peur du tout. » Et Balthazar lui montre tous les animaux de la forêt. Les écureuils, le hibou, les lièvres, les chevreuils. Tous disent bonjour et sourient à Loulou. Et maintenant que Loulou les connaît, il n'a plus peur d'eux. Ce sont les choses inconnues qui font peur souvent. Et ça, Loulou ne le savait pas. Mais quand Balthazar lui a dit qu'ils allaient dormir dans la forêt, Loulou a cru mourir de peur. « C'est impossible ça, Balthazar. Je ne pourrai jamais dormir ailleurs que sous ma couette dans ma chambre, près de ma maman. Et puis, j'ai trop peur dans le noir. » Tu vas voir, ça va très bien se passer. Avec quelques branches, Balthazar fait une cabane, un peu de mousse pour un bon matelas, et le tour est joué. Viens, Loulou, on va dormir tous les deux l'un contre l'autre. Si tu as peur, tu me réveilles. Et tu vois, il ne fait pas noir. Il y a plein d'étoiles. Regarde, celle qui brille très fort, c'est l'étoile du berger. Loulou n'est pas arrivé à s'endormir tout de suite, mais il n'avait plus peur des bruits de la forêt, puisqu'il savait que c'était la chouette qui chantait, les lapins qui passaient en courant et le cerf qui bramait au loin. Il avait juste peur d'être loin de son petit endroit confortable qu'il connaissait par cœur. Et puis, finalement, il se dit qu'il ne risquait rien, puisque Balthazar dormait à poing fermé à côté de lui. Et il s'endormit aussitôt. Je suis très fier de toi, lui dit Balthazar au réveil. Tu n'as plus peur des animaux de la forêt. Tu as dormi ailleurs que chez toi. Tu deviens un petit loup très courageux. Loulou a presque les larmes aux yeux en se rendant compte de tous ces changements. Plus peur des autres, plus peur de l'inconnu, plus peur du noir, plus peur de sortir sans sa maman.
Il prit Balthazar dans ses bras et se mit à danser. Et c'est à ce moment-là que des cris de terreur montèrent d'un buisson. En s'approchant, Loulou et Balthazar virent une petite biche qui était tombée dans un trou et qui ne pouvait plus sortir. Balthazar se préparait à la sauver quand Loulou le bouscula. « Laisse-moi faire, je vais la chercher, je n'ai plus peur, j'en suis capable. » Loulou tendit la patte à la biche pour qu'elle s'accroche, mais c'était trop court. « Passe-moi vite un bâton, j'arrive pas à l'attraper. » Non seulement Loulou n'avait plus peur, mais il venait de prendre, pour la première fois, une décision tout seul. Balthazar n'en revenait pas, Loulou n'était plus le même. La biche put sortir du trou, remercia bien fort Loulou qui se mit à rougir de plaisir et de fierté. De retour à la maison, Marilou, la maman, pleurait tellement elle avait eu peur. « Maman, il ne faut pas pleurer, je suis là !» Maintenant, c'était Loulou qui consolait sa maman. C'était à n'y rien comprendre. Quand Loulou est parti jouer avec ses copains, tout le monde a compris qu'il avait grandi et n'aurait plus jamais peur. Ou peut-être un peu, de temps en temps, sûrement pour d'autres raisons. Mais maintenant, il savait comment faire. Histoire pour les oreilles. Il était une fois un pêcheur et sa femme qui habitaient dans une petite cabane au bord de la mer. Tous les jours, le pêcheur partait au bord de la falaise, il pêchait toute la journée pour nourrir sa famille. Il vivait une vie simple et ça le rendait heureux, mais il savait que sa femme n'était pas satisfaite de cette vie. Elle était souvent en colère et se fâchait contre son mari. « Regarde cette cabane pourrie dans laquelle tu m'obliges à vivre. Elle sent tellement mauvais que j'en suis malade. Pourtant, je me casse le dos à la nettoyer jour et nuit et rien n'y fait. » Le pêcheur adorait sa femme, mais elle n'arrêtait jamais de se plaindre. Parfois, quand la pêche était bonne, il rapportait 2 poissons à la maison et sa femme en demandait 4. Quand il lui achetait des mangues, elle demandait des pêches. Il faisait tout pour la rendre heureuse, mais rien n'y faisait. Un jour, il lui demanda ce dont elle rêvait. « Sors-moi de cette cabane qui sent mauvais, je n'en peux plus. » Mais le pêcheur savait bien qu'ils étaient trop pauvres et que ça n'était pas possible. Alors, il repartait pêcher sur la falaise, bien triste de ne pas pouvoir donner à sa femme ce qu'elle voulait. Les heures passaient et aucun poisson ne venait mordre à l'hameçon. Le soir tombait, il était très fatigué. Et tout à coup, alors qu'il était sur le point de rentrer chez lui sans rien, il sentit le fil se raidir, la canne se plier et le moulinet se mit à se dérouler très vite, comme s'il y avait un gros poisson accroché à l'hameçon. Et quand il réussit à le remonter à la surface, il n'y avait qu'un tout petit poisson. Le pêcheur ne comprenait pas pourquoi ce petit poisson était aussi lourd. Et, comme s'il avait entendu la question, le poisson lui répondit. « N'aie pas peur, je ne suis pas un poisson normal. Je suis un prince magicien qu'un mauvais sort a transformé en poisson. Je t'en prie, ne me tue pas. Remets-moi dans l'eau et je t'en serai très reconnaissant. » Le pêcheur se dit qu'il n'était pas possible de manger un poisson qui parle et le remit aussitôt à l'eau.
Il rentra chez lui bredouille, avec un sac vide, mais tout excité à l'idée de raconter cette histoire à sa femme. Et quand il lui expliqua qu'il avait relâché un poisson, sa femme rentra dans une colère noire. Espèce d'incapable, tu ne penses donc à rien. Comment as-tu pu faire une bêtise pareille? Tu captures un poisson magicien et tu n'es même pas capable de lui demander quelque chose. Nous sommes pauvres et affamés. Nous vivons dans une cabane qui tombe en ruine. Tu aurais pu lui demander de l'aide. Par exemple, une maison plus confortable pour nous. Son mari lui répondit qu'il n'était pas sûr que le poisson pourrait leur donner une grande maison et qu'ils devaient se contenter de ce qu'ils avaient. Pas question! Lui répondit sa femme, rouge de colère. File, débrouille-toi comme tu veux, mais demande-lui une maison plus confortable. Le pêcheur repartit vers la mer, tout triste. Mais une surprise l'attendait. Le poisson magique était là, au bord de l'eau, en jouant sur les vagues. Ma femme n'est pas contente. Elle voudrait que tu lui donnes une maison confortable. J'ai honte de te le demander. Eh bien, retourne vite chez toi, c'est fait. Le pêcheur repartit chez lui en courant et trouva sa femme dans un fauteuil sur la terrasse devant une belle maison. Elle rayonnait de joie, les meubles étaient magnifiques et le feu de la cheminée réchauffait toute la maison. Le pêcheur s'endormit profondément dans un lit bien confortable, mais sa femme ne ferma pas l'œil de la nuit, n'arrêtant pas de réfléchir. Au petit déjeuner, elle s'adressa tout de suite à son mari. « Cette maison est déjà trop petite pour nous. Je veux un palais et en être la reine. » Mais qu'est-ce que tu racontes? Devenir une reine dans un palais? Mais nous avons déjà bien assez, je trouve. Tais-toi, c'est moi qui décide. Retourne voir ton poisson et dis-lui que je veux être la reine du palais. Sans grande envie, le pêcheur retourna au bord de l'eau. Le vent soufflait et la mer était forte. Il appela de toutes ses forces le poisson magique qui arriva en surfant sur une vague. Que veut ta femme? Oh oui, j'ai bien compris que sa maison ne lui suffit plus. Elle voudrait un palais et en être la reine. Je suis abasourdi devant tant d'orgueil. Ne t'inquiète pas, retourne près d'elle, c'est fait. À la place de la belle maison, il y avait un palais, avec des tours et des serviteurs. 2 gardes en habits rouges gardaient la porte d'entrée, et dans la grande salle de bal, il trouva sa femme assise sur un trône, avec une couronne sur la tête, en train d'écouter un orchestre magnifique. Ma femme, que tu es belle! Je suis tellement content de te savoir heureuse! Le pêcheur essuya une larme de bonheur, mais sa joie fut de courte durée. Reine, ça n'est pas suffisant pour moi. Je veux être impératrice. Et le poisson magique fit d'elle une impératrice. Mais la reine n'était toujours pas satisfaite et voulait maintenant contrôler le soleil, le monde et être comme une déesse. Et le poisson fit de sa femme une déesse. Et quand le pêcheur rentra chez lui, il ne trouva personne. Sa femme avait disparu. Les couloirs du palais étaient vides et tous les serviteurs et les musiciens avaient disparu. Il repartit en courant vers la mer, appela le poisson et lui demanda où était donc passée sa femme. Personne n'a jamais vu, ni les dieux, ni les déesses. Ta femme est comme eux, et donc, personne ne peut plus la voir. Le pêcheur tomba à genoux et se mit à pleurer. S'il te plaît, poisson magique, ramène-la-moi! Mais le poisson lui répondit que c'était impossible et qu'il ne pouvait pas défaire un vœu. Alors le pêcheur eut une idée. Jusqu'à maintenant, je n'ai demandé que des choses pour ma femme. Alors maintenant, poisson magique, je voudrais bien demander quelque chose pour moi. Ne t'inquiète pas, retourne près d'elle, c'est fait.
Alors, le pêcheur partit en courant à la maison, courant jusqu'à l'essoufflement, tombant, se relevant, et arriva enfin devant chez lui. Et une surprise l'attendait. Sa femme était là, sur le pas de la porte. Les palais, les châteaux et autres manoirs avaient disparu. Ils avaient retrouvé leur cabane. Et sa femme souriait et se jeta dans ses bras. Je me suis rendu compte que les palais, les serviteurs et les richesses ne peuvent pas acheter le bonheur. Mon bonheur, c'est d'être avec toi, près de toi, toujours. Pardonne-moi, tu es là, et je suis la plus heureuse des femmes. Depuis ce moment-là, il y eut du poisson tous les jours, et ils ne se disputèrent plus jamais. Histoire pour les oreilles. Il était une fois, il y a très longtemps, un petit village dans la montagne. La neige était tombée pendant 2 jours et tout était blanc. Dans son atelier, le menuisier s'ennuyait. Comme chaque fois que l'hiver s'installait, il n'avait plus beaucoup de travail. Il sortit sur le pas de la porte pour regarder le ciel, blanc comme la neige qui tombait encore tout doucement. Autour de la fontaine, des petits enfants faisaient une bataille de boules de neige, et ça criait, et ça rigolait. On entendait leurs cris jusqu'au fond des maisons. Le menuisier, lui aussi, se mit à jouer avec eux, mais les enfants avaient le dessus. « Pousse, pousse! Arrêtez, arrêtez !» cria le sculpteur en s'asseyant, tout essoufflé. « Tiens, je vais faire une statue de neige. Qu'est-ce que vous en dites ?» Oui, oui, un bonhomme de neige. Cria un garçon. Oh non, 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 c'est toujours pareil, un sanglier. Cria un autre. Un moulin à vent. Cria un troisième. Un moulin à vent, c'est trop difficile, dit le menuisier. Le plus petit de la bande dit alors. S'il te plaît, fais-nous un petit cheval. Ah, bonne idée. Va pour un cheval. Et le menuisier se mit aussitôt au travail. Il sculpta longtemps, longtemps. C'est difficile de faire un cheval de neige, même quand on est un grand sculpteur. Le froid vous engourdit les doigts, et de temps en temps, la neige se détache par gros paquets, et paf, tout est à recommencer. Il travailla toute la journée, et quand le soir se mit à descendre, un petit cheval se dressait à côté de la fontaine, sur ses hautes pattes maigres, pâteau et gracieux comme un petit cheval qui vient de naître. « Monsieur, ton cheval, c'est un vrai ?» Ah ben, peut-être bien. Allez, venez chez moi. On va aller boire un bon chocolat chaud à la maison. Et il se mit à courir, emmenant toute la bande chez lui pour se réchauffer devant une boisson chaude et quelques gâteaux. Le petit cheval restait seul sur la grande place. La nuit venait vite. Les quelques villageois qui étaient encore dehors rentrèrent chez eux. C'était l'heure de la soupe, les cheminées fumaient. Puis, les lumières s'éteignirent une après l'autre. Alors, la lune vint à pas de loup par derrière le bois, monta dans le ciel, et la place devint toute bleue. Minuit sonna, et il y eut comme un drôle de coup de vent qui traversa la place. Le petit cheval se mit à remuer. « Doucement, doucement !» disait la lune. « Va te promener tout autour de la terre, petit cheval. » Le petit cheval fit une fois le tour de la fontaine, puis il s'éleva dans les airs et s'en fut se promener là-haut, par-dessus les maisons et par-dessus les campagnes. Il allait comme le vent, et voici qu'il arriva dans un pays où il faisait grand jour. Les paysans étaient aux champs, et l'on voyait de gros chevaux attelés aux charrues, tirer de toute leur force pour labourer la terre grasse.
des carrioles filaient, rapides, derrière des trotteurs infatigables. « Lune, oh Lune !» dit le petit cheval de neige. « Moi aussi je voudrais travailler, tirer des charrues, des carrioles. Moi je voudrais faire quelque chose d'utile. Tiens par exemple, tu vois ce voyageur qui s'en va là-bas sur le dos de sa monture à travers les sables? Je voudrais faire comme lui. » La lune lui fit comprendre que ça aussi, c'était impossible. « Alors, je ne suis donc bon à rien ?» Le petit cheval de neige était désespéré. Mais le jour venait, il fallait retourner au village. Le petit cheval reprit sa place près de la fontaine, immobile, et personne ne remarqua qu'il s'était absenté toute la nuit. Le jour se leva, un grand soleil apparut derrière les montagnes, et l'air tiédit, et le petit cheval se sentit tout tremblant sur ses hautes pattes maigres. « Oh, Père Soleil, j'ai tant couru cette nuit que je suis fatigué. J'ai vu toute la terre, et par toute la terre, des chevaux qui travaillent. Je veux moi aussi travailler, je veux me rendre utile. » Et le soleil lui répondit: « Petit cheval de neige, rien n'est inutile sur la terre. Patience, laisse-moi faire. » « Mais, Père Soleil, je fonds, au secours !» « Laisse-moi faire, redisait le soleil. Laisse-moi faire. » C'est vrai qu'il fondait, le petit cheval. Il coulait dans la terre. Et voilà qu'il rencontra, sur les pavés de la place, près de la fontaine, une graine, une toute petite graine. « Oh, je t'attendais, je meurs de soif. Donne-moi à boire, petit cheval, donne-moi à boire ou je vais mourir. » Le petit cheval n'entendait plus rien. Il s'était évanoui, mais la graine avait germé. Le lendemain, sur la grande place, à côté de la fontaine, entre deux pavés, il y avait un perce-neige, la première fleur de la fin de l'hiver. Le printemps arrivait. Histoire pour les oreilles. Il était une fois un rat qui vivait à la ville. Il vivait là tout seul dans un très grand appartement très riche et il n'était pas forcément malheureux, loin de là. La ville est pleine d'animation et il y a toujours quelque chose à grignoter dans le frigo de la cuisine ou dans la poubelle. Son meilleur ami avait décidé il y a très longtemps d'aller habiter à la campagne. Il décida donc de lui rendre visite. Il ne pouvait pas prendre le bus ou même le train. Il lui fallait trouver un véhicule dans lequel il pourrait se glisser sans se faire voir. Il commença son voyage dans un camion de planches. Ce n'était pas très confortable. Mais heureusement, pour la fin du voyage, il trouva un camion plein de matelas. Il put dormir et lorsqu'il arriva dans le village de son ami, il était très en forme. Sur le chemin qui menait à la maison de son ami, le rat de ville trouva que ça ne sentait pas très bon. Il n'avait pas l'habitude de l'odeur des fleurs ou de la terre humide après la pluie. Lui, il ne connaissait que l'odeur des pots d'échappement des voitures, des fumées des usines et des dépôts d'ordures. Après une bonne marche, il arriva enfin dans le champ de son ami. Il s'était construit une très jolie cabane sous la terre, avec une petite porte en brindille et un chemin en petits cailloux blancs pour y accéder. Ah, comment peut-on vivre dans un endroit pareil? Il frappa à la porte. Le rat des champs ouvrit dans sa salopette de travail et fut très surpris et heureux de revoir son vieil ami. Ah, que je suis content de te voir.
entre donc? J'étais justement en train de préparer à manger. Le rat de ville trouva cette maison très sombre et très petite. Lui qui avait l'habitude de pièces immenses et de caves interminables des immeubles de la ville, il se sentait un peu à l'étroit. Sur la table de la salle à manger, il y avait une belle carotte, une feuille de salade, des grains de maïs et un bon morceau de fromage. Le rat des champs était allé faire ses courses le matin même et s'était servi dans la petite épicerie du village, profitant que la marchande avait le dos tourné. Ah, c'est tout ce que tu as à m'offrir? Ben, nous autres, à la ville, nous pouvons tout nous acheter. De la viande, de très bons fruits, du pain frais. C'est fou tout ce qu'on trouve à la ville, et ça ne coûte rien. Pauvre ami, tu me fais bien de la peine. Le rat des villes mangea quand même tout ce qui était dans son assiette sans trop se plaindre. Mais il n'aimait pas cet endroit. Trop calme peut-être, trop ennuyeux sûrement pour lui qui avait l'habitude de la ville qui ne dort jamais. Ils se quittèrent et le rat des champs promit à son ami qu'il irait le voir chez lui. Quelque temps plus tard, le rat des champs prépara un petit sac qu'il accrocha au bout d'un bâton et hop, sur l'épaule et en route pour la ville. Il marcha longtemps. Il n'osait pas monter dans les camions ou les tracteurs, ça lui faisait beaucoup trop peur. Son ami lui avait fait heureusement un plan sur une vieille serviette en papier pleine de taches de confiture. Heureusement, parce que sans ça, le rat des champs se serait déjà perdu 20 fois. Il arriva enfin devant la maison de son ami. Un très grand escalier qui montait, avec des marches beaucoup trop hautes pour lui. Il arriva sur le palier, s'arrêta sur le tapis rouge devant la porte d'entrée et gratta tout doucement. Son ami vint lui ouvrir. L'appartement était immense, avec des tapis partout, des meubles magnifiques et d'étranges fleurs sur les étagères, et une cuisine. Oh, la cuisine! Il n'en avait jamais vu de semblable. C'est chez toi ici? Tu es seul à y habiter? Pas vraiment. Je partage cet endroit avec les propriétaires. Ils sont très gentils et me laissent tranquille. Allez, passons à table. Sur la table du salon, le couvert était mis, de belles assiettes en porcelaine, avec les plus beaux fromages de chèvre, du reblochon et du roquefort qui semblaient délicieux, un morceau de magret de canard, avec des pommes de terre sautées et des oignons et du thym, le tout avec un délicieux pain encore chaud. Que ça sentait bon, mais que ça sentait bon! Ils commencèrent leur repas, quand tout d'un coup, un chat, celui des maîtres de maison, qui arrivait en trombe. Misère, le chat nous a entendus. Vite, il faut nous cacher, sinon il va nous manger tout cru. Tu vis avec un chat et tu supportes ça? Eh oui, c'est le prix à payer si tu veux un peu de confort, être bien nourri et en bonne santé. Viens, il est parti, allons finir le fromage. Mais 1 minute plus tard, on entendit la porte d'entrée. C'étaient les propriétaires et le rat de ville fut pris de panique. Viens vite, il faut retourner nous cacher. C'en était trop pour le rat des champs. Comment peux-tu vivre comme ça, avec ces dangers permanents? Je n'ai même plus faim. Ces frayeurs m'ont coupé l'appétit. Je m'en vais, je rentre chez moi. Ma maison n'est peut-être pas aussi belle que la tienne. Mon repas n'est sûrement pas aussi copieux que le tien. Mais au moins, je vis sans crainte et en toute liberté. Le rat des champs rentra chez lui et retrouva sa petite cabane avec grand plaisir. Le peu qu'il avait lui suffisait amplement, et ici, rien ne pouvait lui faire peur. Il ouvrit la fenêtre de sa cabane, s'allongea sur sa paillasse, prit un bout de carotte et le dégusta lentement, en savourant le bonheur qu'il avait de vivre libre. Et au loin, un coucou se mit à chanter, en guise de bienvenue. Histoire
pour les oreilles. Il était une fois, dans une forêt lointaine, un renard qui passait ses journées à jouer de vilains tours aux autres animaux de la forêt. Il mettait régulièrement la tortue sur le dos, il attachait les oreilles du lapin avec une pince à linge en éclatant de rire. « Lapin, la pince à linge, la pince à linge !» Il tirait les moustaches du chat, il mangeait la nourriture du corbeau. Plus personne ne voulait être son ami. Plus personne ne lui faisait confiance et les animaux de la forêt chassèrent le renard. Va-t'en, renard, va-t'en de ta tanière. On ne veut plus te voir, tu nous fais des misères. Ferme donc tes valises, on ne fait pas la bise. On est bien content de plus te voir ici. Alors, Renard fit ses valises et alla s'installer sur une île du grand lac de la forêt. Une île où il n'y avait personne. Un matin, un drôle de bruit qui venait du ciel le réveilla. Un battement d'ailes. Oh, mais pas n'importe quel oiseau. Un grand oiseau noir et blanc venait de se poser sur l'arbre qui abritait Monsieur Renard. C'était une cigogne qui tenait dans son long bec un grand sac de toile avec toutes ses affaires. Bonjour, dame cigogne, vous devez être bien fatiguée du voyage. Installez-vous, je vous prie, faites comme chez vous. Il y a suffisamment de place pour deux ici. La cigogne s'installa et le renard décida de se mettre en frais et d'inviter la cigogne à manger. Mais surtout, il avait dans la tête l'idée de lui jouer un bon tour. Cher ami, en attendant que vous ayez installé toutes vos affaires, acceptez que je vous invite à ma table. Je ne suis pas très riche, mais j'ai un bon brouet à vous offrir. Une soupe faite avec quelques légumes. C'est tout simple et surtout c'est délicieux. Vous êtes bien galant. Je suis bien fatiguée. J'accepte volontiers ce repas avec vous. Le renard mit sa plus belle nappe et deux magnifiques assiettes en porcelaine qu'il avait volées à son ami le corbeau. Et la cigogne apparut, fraîche et bien maquillée, pour faire honneur à son charmant voisin. Le brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne au long bec n'en put attraper miette, impossible d'en avaler la moindre goutte. Elle essaya toutes les méthodes, mais rien à faire. En face d'elle, en 3 coups de lampe, le renard avait fini son assiette. La cigogne était très fâchée de l'attitude de son nouvel ami, mais comme elle était polie et bien élevée, elle ne fit aucun commentaire. Elle remercia le renard de ce délicieux festin et rentra chez elle sans rien dire. Et pendant ce temps, le renard se tordait de rire en se roulant par terre, tellement il était content du bon tour qu'il avait joué à sa voisine. La cigogne eut beaucoup de mal à s'endormir parce qu'elle avait très faim et qu'elle était très fâchée. Et elle décida de donner une petite leçon à ce gros nigaud de renard. Je vais lui donner une bonne leçon. Ce sacré renard mérite une correction. Dès demain matin, je vais lui proposer de venir manger. On va bien rigoler. J'aimerais tant que vous acceptiez mon invitation. Je n'ai pas grand-chose, mais ça me ferait tellement plaisir. Volontiers, car avec mes amis, je ne fais point cérémonie. Ça tombait très bien, ça lui ferait économiser de la nourriture. La cigogne mit le couvert, mais au lieu de mettre des assiettes,
elle mit 2 vases avec un long col et une embouchure très étroite. Un peu comme des vases pour les fleurs ou comme des bouteilles. Elle remplit les vases avec du riz et remplit 2 autres vases avec de l'eau et elle attendit le renard. À l'heure dite, le renard courut au logis de la cigogne, son hôtesse, loua très fort sa politesse et trouva le dîner cuit à point. Ça sent bien bon tout ça, je vais me régaler. Mais il avait beau tourner sa langue dans tous les sens, il n'arrivait pas à attraper le moindre grain de riz ni la moindre goutte d'eau dans ses fichues bouteilles. La bouteille est trop étroite, la bouteille est trop étroite, et c'est bien fait pour toi, et c'est bien fait pour toi. La cigogne le regardait du coin de l'œil. Elle se régalait de voir ce pauvre renard essayer par tous les moyens de manger. Et comme la cigogne avait des choses à faire après le repas, elle fit comprendre au renard qu'il fallait qu'il parte. Il repartit chez lui, la queue entre les jambes, sans rien avoir mangé, tout penaud de s'être fait berner, lui qui croyait être l'animal le plus rusé de la forêt. Il était surtout furieux d'avoir été pris à son propre piège. La cigogne lui avait donné une bonne leçon. Il n'était pas prêt de l'oublier et était bien décidé à changer son comportement. Du coup, il alla demander aux autres animaux de la forêt s'ils pouvaient retourner vivre avec eux. Histoire pour les oreilles. Un matin, il n'y a pas si longtemps, Lucas préparait ses affaires pour aller à l'école, comme d'habitude. Il adorait ça et il y allait tout content, impatient que la journée commence. Il dit au revoir à son papa et sa maman et partit tout joyeux sur la route qui menait à l'école du village. Il faisait très beau, c'était le début de l'été. Il avait mis sa casquette pour ne pas avoir trop chaud et dans son cartable, il y avait ses affaires d'école, bien sûr, mais aussi son goûter. Des gâteaux fourrés de confiture à la groseille et une petite bouteille de jus de pomme. À la sortie du village, il vit devant lui quelque chose d'étrange. Juste après le virage de la boulangerie, de drôles de formes marchaient sur la route. Des grosses, des petites. On aurait dit que certaines avaient les cheveux longs et d'autres des tresses. En se rapprochant, Lucas vit quelque chose d'encore plus étonnant. On aurait dit que ces formes avaient un cartable sur le dos. Mais on dirait des légumes. Il se frotta les yeux, mais oui, c'était bien ça, C'est pas possible. se dit quand même Lucas. Les légumes ne marchent pas et ils ne vont pas à l'école. Il faut que j'en sois sûr. Et il se mit à courir pour les rejoindre. Il était tout curieux de rencontrer ses nouveaux camarades et voulait les observer de plus près. Arrivé à côté d'eux, c'était bien vrai. Des légumes marchaient sur la route. Ils marchaient en direction de l'école comme des petits soldats, les uns derrière les autres. Une grosse pomme de terre était devant tout le monde, suivie par un radis, 2 carottes, un navet et une grosse betterave. Ils avaient tous leur cartable sur le dos. Bonjour Lucas, Dit la pomme de terre. comment vas-tu ce matin? Tu viens avec nous à l'école? Dans quelle classe es-tu? Je suis en CP. Répondit Lucas. Et vous? Nous sommes dans une classe spéciale pour les légumes. La légume préparatoire. Et vous avez des devoirs à faire? Oh oui, beaucoup, tu verras.
Lucas ne sut pas quoi répondre. Il continua son chemin vers l'école sans rien dire. Les légumes le suivaient tranquillement. Un peu plus tard, Lucas se retourna pour s'assurer que les légumes le suivaient toujours. Ce fut à ce moment-là qu'il eut droit à une seconde surprise. Des fruits avaient rejoint les légumes. Une orange, une pomme, une poire, un ananas tout ébouriffé et une belle banane bien mûre. Ils allaient aussi en direction de l'école, un cartable sur le dos. Bonjour Lucas, Dit la banane. comment vas-tu ce matin? Tu viens avec nous à l'école? Dans quelle classe es-tu? Je suis en CP. Répondit Lucas. Et vous? Nous, on est en fruits élémentaires, la classe spéciale pour les fruits. Lucas ne se souvenait pas qu'il y avait des classes spéciales, mais comme ça ne faisait pas longtemps qu'il allait à l'école, il se dit que pourquoi pas, après tout, si les légumes et les fruits disent qu'il y a des classes spéciales, alors il doit y en avoir. En tout cas, il était tout content d'être accompagné par cette joyeuse bande. Personne n'était venu auparavant à l'école entouré d'une horde de fruits et de légumes. Le cortège arriva devant la porte de l'école et tous les enfants étaient là, applaudissant le défilé. Ils étaient émerveillés, les yeux ronds d'étonnement, et la maîtresse de Lucas vint les accueillir. « Quel gentil garçon !» dit-elle, le félicitant d'une petite tape dans le dos. Et Lucas était très heureux. « Merci, maîtresse !» répondit-il tout content. Et les autres enfants l'applaudirent et l'acclamèrent. La maîtresse s'en alla dans la classe, mais quelqu'un continuait de lui donner des petites tapes, plutôt fortes cette fois. Lucas ouvrit les yeux. C'était sa maman qui le secouait. « Réveille-toi, Lucas, réveille-toi, tu vas être en retard à l'école. » Lucas était bien réveillé à présent. « Oh, j'ai fait un rêve, maman, un drôle de rêve. J'ai rêvé que plein de légumes m'accompagnaient à l'école. » Lucas se leva en riant et sa maman éclata de rire. Il fallait qu'il se dépêche s'il voulait arriver à l'heure à l'école. Il partit en courant et raconta son rêve à tous ses copains. À la cantine au repas de midi, il y avait des légumes et une bonne salade de fruits. Dans l'assiette de Lucas, il y avait des morceaux de pommes, de poires et d'ananas. Et tout d'un coup, Lucas a eu l'impression que la banane lui faisait un clin d'œil. Mais ça n'était qu'une impression. Histoire pour les oreilles. Il était une fois une grande forêt au début de l'automne. Les arbres étaient plus beaux les uns que les autres. Les érables étaient rouges comme un coucher de soleil, les frênes jaunes comme des citrons mûrs. Tous les oiseaux migrateurs avaient fait leur bagage pour partir dans les pays chauds, pour y rester jusqu'au printemps. Dans les feuillages, c'était le grand silence après le vacarme de l'été. Mais il restait un petit oiseau qui avait une aile cassée et qui ne pouvait pas voler. Qu'allait-il devenir ? Il regardait partout dans les champs pour voir s'il trouverait un endroit où il peut se tenir au chaud. Rien, pas un trou dans les fourrés. Il savait que s'il restait là, il allait mourir de froid. Et il vit les beaux arbres de la forêt. Peut-être que les arbres m'abriteront pendant l'hiver. Il sautilla jusqu'à la lisière du bois, voletant du mieux qu'il pouvait. Il tombait, se relevait, repartait, retombait. Le premier arbre qu'il rencontra fut un bouleau à la robe argentée. Bonjour, joli bouleau. J'ai besoin d'aide. Voulez-vous me laisser vivre dans vos branches jusqu'à la bonne saison? L'hiver va arriver et je n'ai pas de maison. Oh, 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 dit le bouleau. Quelle drôle d'idée. J'ai bien assez de mes propres branches à surveiller. Allez, oust, va-t'en. Le petit oiseau sautilla et voleta de son mieux avec son aile cassée jusqu'à l'arbre suivant. C'était un grand chêne. Bonjour, grand chêne. Voulez-vous me laisser vivre dans vos branches jusqu'à la bonne saison? L'hiver va arriver et je n'ai pas de maison. Oh, oh, quelle question idiote!
Si je te laisse t'installer dans mes branches, tu vas manger tous mes glands. Allez, oust, va-t'en. Le petit oiseau sautilla et volta de son mieux avec son aile cassée. Il arriva au bord de la rivière, quelques poissons sautaient hors de l'eau pour attraper des mouches. Et sur la berge, un grand saule trempait le bout de ses branches dans l'eau. Bonjour, beau saule. Voulez-vous me laisser vivre dans vos branches jusqu'à la bonne saison? L'hiver va arriver et je n'ai pas de maison. Ah non alors! Je ne loge jamais des étrangers. Allez, oust, va-t'en! Le pauvre petit ne savait plus à qui s'adresser, mais il continua de sautiller et de volter du mieux qu'il pouvait, avec son aile cassée. Mais bientôt, un grand sapin touffu l'aperçut et lui dit « Où vas-tu, petit oiseau? Tu m'as l'air bien mal en point avec ton aile cassée. » Je ne sais pas. Les arbres ne veulent pas m'abriter et je ne peux pas voler bien loin. Je ne sais plus quoi faire. Si je ne trouve pas un petit endroit douillet pour passer la nuit, je vais sûrement mourir de froid. Viens chez moi, tu pourras choisir celle de mes branches qui te plaira le mieux. Tiens, je crois d'ailleurs que c'est de ce côté-ci qu'il fait le plus chaud. Oh, merci. Mais est-ce que je pourrais rester là tout l'hiver? Mais certainement. Tu me tiendras compagnie. Un grand pin se tenait tout près de son cousin le sapin. Quand il vit le petit oiseau qui sautillait et voltait sur les branches du sapin, il dit « Ah, mes branches ne sont pas très fournies, mais je peux protéger le sapin du vent, parce que je suis grand et fort. » Alors le petit oiseau s'arrangea à un coin bien abrité, dans la plus grosse branche du sapin, et le pin les protégea du vent. Quand le genévrier vit cela, il promit qu'il donnera de la nourriture au petit oiseau tout l'hiver, avec les jolies baignoires dont ses branches étaient couvertes. Notre petit ami se trouvait très content dans sa jolie chambre chaude, bien abritée du vent, et il allait tous les jours prendre son dîner sur le genévrier. Les autres arbres virent cela et en causèrent entre eux. « Je ne voudrais pas prêter mes branches à un oiseau que je ne connais pas, » dit le bouleau. Oh, 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 j'aurais eu trop peur de perdre mes glands, dit le chêne. Je ne cause jamais avec des étrangers, dit le saule, et tous trois se redressèrent orgueilleusement. Une nuit, le vent du nord vint jouer dans la forêt. C'était l'hiver qui arrivait. Il souffla sur les feuilles avec son haleine glacée, et chaque feuille touchée par lui tombait par terre. Il aurait voulu toucher toutes les feuilles, car il se plaisait tellement à voir les arbres dépouillés. « Est-ce que je peux m'amuser avec n'importe quel arbre ?» demanda-t-il à son père, le roi du givre. « Non, dit le roi. Les arbres qui ont été bons pour le petit oiseau infirme peuvent conserver leurs feuilles. » Alors le vent du nord les laissa tranquilles, et le pin, le sapin et le genévrier gardèrent leurs feuilles tout l'hiver, jusqu'à la nouvelle pousse. Et c'est comme ça, depuis ce temps-là, dans toutes les forêts du monde. Histoire pour les oreilles. Il était une fois, dans une grande forêt très très loin d'ici, un éléphant qui s'appelait Fanfan. Il était très fier de sa grande taille et chantait sans arrêt. Fanfan, c'est le plus beau, le plus gros des éléphants. Fanfan, c'est le plus gros des éléphants. Il embêtait tous les autres animaux et n'arrêtait pas de se moquer d'eux. Un jour, tandis qu'il marchait tranquillement dans la forêt, il aperçut un perroquet perché sur sa branche. « Et toi, qu'est-ce que tu fabriques ici ? Tu ne me vois donc pas quand je passe ? Je suis l'animal le plus puissant de la forêt. Viens te prosterner devant moi en me disant que je suis le plus fort. » Ha ha, tu rigoles, Fanfan. Et pourquoi donc est-ce que je devrais me prosterner devant toi?
Tu ne sais pas à qui tu parles. Je vais t'apprendre à me respecter. Et comme le perroquet ne voulait pas se prosterner, Fanfan, l'éléphant, est devenu furieux. Et avec sa trompe, hop, il arrache l'arbre et le secoue bien fort. Le perroquet, qui perdait l'équilibre sur sa branche, s'envola. Ha ha ha! Tu as eu bien peur, sacré perroquet. Tu vois bien, tu es si fragile en face de moi. Je n'ai pas besoin de toi. Alors, c'est qui le plus fort? Et l'éléphant, très content de lui, reprit sa promenade, et comme il avait très soif, il alla vers la rivière pour boire un coup. Juste à côté de la rivière vivait Lily, une petite fourmi, dans sa maison, la fourmilière. Et chaque jour, Lily la fourmi allait chercher de la nourriture pour les petites fourmis, ses copines. C'était son travail. Mais chaque jour, Fanfan l'éléphant embêtait la petite fourmi. Et aujourd'hui, c'était comme hier. L'éléphant rigolait bien à l'idée d'embêter Lily, la petite fourmi. Il était en train de boire et il vit Lily qui revenait de faire ses courses. Elle avait beaucoup de mal à rentrer chez elle tant elle avait de nourriture avec elle. « Hé, petite fourmi, où emportes-tu cette nourriture ?» Chez moi, je me dépêche parce qu'il va bientôt pleuvoir et je dois préparer le repas pour toute ma famille. Mais c'est très lourd, Fanfan. Tu ne veux pas m'aider un peu? Ha 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 ha, tu rigoles. Et pourquoi est-ce que je t'aiderais? Qu'est-ce que ça m'apporterait de t'aider? Et il aspira aussitôt beaucoup d'eau avec sa grande trompe et splatch! Il arrosa Lily, la petite fourmi. Ha ha ha! Tu as vu, Lily, comme il pleut fort? Qui c'est le plus fort qui fait la pluie avec sa trompe? Toutes les courses de la fourmi étaient trempées, la nourriture était fichue et l'eau dégoulinait sur la tête de Lily. Tu peux bien rigoler comme tu veux, Fanfan. Attends un peu. Un jour, si je peux, je te donnerai une bonne leçon dont tu te souviendras longtemps. Oh oh oh, que j'ai peur. Une minuscule fourmi qui veut me donner une leçon. Oh, 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 j'ai trop peur. Mais je n'ai pas besoin de toi. Allez, retourne dans ta maison, Lily, avant que je ne t'écrase, toute petite minuscule fourmi. Mais Lily la fourmi était très en colère contre l'éléphant. Elle trouvait qu'il était quand même un peu orgueilleux, ce Fanfan. Il était vraiment temps de lui donner une leçon. Il faut vraiment faire quelque chose contre ce gros balourd. Il ne peut plus continuer à embêter tout le monde comme ça, et qu'on le laisse faire. Le lendemain, comme tous les jours, Lily la fourmi sortit de chez elle avec son panier à provisions pour aller faire des courses pour manger. Au tournant du chemin, elle entendit des pleurs et elle vit Fanfan l'éléphant qui pleurait toutes les larmes de son corps. Il était assis contre un arbre et il se tenait le pied. Aïe, 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 j'ai mal. J'ai une épine dans le pied et ça me fait mal. Ouïe, ça me fait mal. S'il vous plaît, aidez-moi. Dis donc, Fanfan, tu voudrais que je t'aide? Je trouve que tu pousses le bouchon un peu loin. Tu te souviens qu'hier, tu as été très méchant avec moi en m'arrosant et en abîmant toute la nourriture que je rapportais dans ma maison? S'il te plaît, Lily, gentille petite fourmi, aide-moi, je t'en prie, je te demande pardon, je ne t'embêterai plus jamais, c'est promis. La fourmi hésita. Elle voulait partir en le laissant souffrir tout seul. Mais elle se dit que finalement, la vengeance ne servait à rien. Alors elle se pencha sur la grosse patte de l'éléphant et enleva une minuscule épine de cactus. Elle seule pouvait la voir. Fanfan l'éléphant n'avait plus mal et ne pleurait plus. Au contraire, il éclata de rire et applaudit en faisant beaucoup de bruit. Le perroquet, les singes, les antilopes, tous les autres animaux de la forêt
applaudissaient et voulaient porter la fourmi en triomphe. Vous voyez, il n'y a pas d'animaux plus gros ni plus forts que les autres. Nous sommes tous capables de faire des choses à notre portée et surtout d'utiliser nos forces, même si elles sont très petites, pour aider les autres. Hurrah, hurrah, criaient les autres. Vive Vive la fourmi! Vive Lili la fourmi! Fanfan l'éléphant était tellement content qu'il a même invité tous les animaux à monter sur son dos pour faire une grande promenade dans la forêt et aller boire un verre tous ensemble dans la rivière, là où habitait Lili. Mais promis, plus jamais il ne serait méchant. Histoire pour les oreilles. Il était une fois 3 petits cochons qui vivaient avec leur maman dans une petite maison. Un jour, la maman appela ses 3 fils et leur dit qu'ils étaient assez grands et qu'il fallait maintenant qu'ils quittent la maison pour découvrir le monde, pour trouver du travail et pour avoir une famille. La maman embrassa ses 3 petits cochons et leur dit au revoir, les larmes aux yeux. Ils partirent avec leurs affaires et décidèrent en premier de se construire une maison. Le premier cochon, le plus petit des 3, n'avait pas très envie de se fatiguer pour construire sa maison. En paille, ça ira plus vite. Comme ça, j'aurai du temps pour jouer. Chic, 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 chic. Il ramassa de la paille dans les champs et hop, en 1 heure, la maison était finie. Il jouait devant sa porte quand son grand frère passa par là. Ta maison n'a pas l'air bien solide. Fais attention, le loup n'est pas très loin. Il pourrait la détruire facilement. Son petit frère continua à jouer comme si de rien n'était. Le second petit cochon avait rencontré un homme qui portait un chargement de bois. Puis-je avoir quelques bouts de bois pour construire ma maison? Et l'homme lui donna le bois. En 3 jours, la maison était finie. Il la trouvait très solide. Mais son grand frère le mit en garde. Ta maison est très bien, mais n'a pas l'air assez solide pour résister au loup. Tu ne diras pas que je ne t'avais pas prévenu. Mais son frère continua à boire son verre de limonade comme si de rien n'était. Quant au 3e petit cochon, le plus grand et le plus sérieux, il avait rencontré un homme chargé de briques. « S'il vous plaît, monsieur, puis-je avoir quelques briques pour construire ma maison ?» L'homme lui donna assez de briques pour bâtir une grande et solide maison, avec même une grande cheminée près de laquelle on pouvait s'asseoir et faire cuire des brochettes. La construction dura très longtemps, des jours et des jours, mais la maison était très solide et pourrait sûrement résister aux attaques du loup. Quelques jours plus tard, un loup affamé passa par là et les aperçut. Comme ils doivent être tendres. Lequel vais-je manger en premier? Les 3 petits cochons se précipitèrent chez eux pour se mettre à l'abri. Oui, je vais commencer par le petit cochon dans la maison de paille. Il frappa à la porte. Petit cochon, gentil petit cochon, est-ce que je peux entrer? Non, par le poil de nos mentons, n'entre pas. Alors, je vais souffler et la maison s'envolera. Le loup gonfla ses joues, gonfla, et souffla de toutes ses forces. Et la maison de paille s'envola. Au secours!
cria le premier petit cochon en courant vers la maison de bois de son frère. Au secours, au secours! À peine celui-ci eut-il refermé la porte que le loup frappa. Petit cochon, gentil petit cochon, est-ce que je peux entrer? Non, 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 par le poil de nos mentons, tu ne rentreras pas, répondirent les deux frères. Alors je vais souffler, souffler, et votre maison s'envolera. Le loup se gonfla les joues, souffla, souffla, souffla de toutes ses forces, et la maison de bois s'envola. Crièrent les deux petits cochons en courant aussi vite que possible vers la maison de briques de leur frère. Ouvre-nous, au secours! Oui, entrez vite. Ici, vous ne risquez rien. Bientôt, la voix du loup résonna. Petit cochon, gentil petit cochon, je peux entrer? Par le poil de nos mentons, tu ne rentreras pas dans la maison. Alors, vous allez voir, je vais souffler sur votre maison et je vais la démolir. Il prit alors sa plus profonde respiration et souffla comme un fou. Mais cette fois-ci, il ne réussit pas à mettre la maison par terre. Il se cogna la tête contre les murs et se fit très mal. Puis il s'enfuit dans la forêt en hurlant de douleur. Aïe, 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 oh, oh, aïe, aïe. Cela rendit le loup fou furieux. Il était si furieux qu'il en devint tout bleu. Ah, ces cochons m'en font voir. Il faut absolument que je les attrape. Quelques jours plus tard, les petits cochons virent le loup arriver avec une grande échelle. J'aurais dû y penser plus tôt, dit-il, en l'appuyant contre le mur de la maison pour atteindre la cheminée. Pendant ce temps, le troisième petit cochon, qui était très rusé, alluma un grand feu dans la cheminée et y posa un chaudron rempli d'eau qui se mit à chauffer très vite. Et quand le loup descendit dans la cheminée, il tomba tout droit dedans et se brûla les fesses dans l'eau bouillante. Il poussa un hurlement qu'on entendit à des kilomètres à la ronde et repartit comme il était venu, par la cheminée. On n'entendit plus jamais parler de lui. Les deux plus jeunes cochons ont construit des maisons beaucoup plus solides, en prenant bien le temps de bien faire les choses. Et depuis, les loups n'attaquent plus les petits cochons. Ils en ont bien trop peur. Histoire pour les oreilles. Ce matin, comme tous les samedis d'hiver, Jeanne se rend au parc. Elle a 6 ans. Elle tient dans sa main un petit sac rempli de morceaux de pain pour les oiseaux. Elle a tout de suite une sensation bizarre. Tout est calme et silencieux. Il n'y a pas d'oiseaux sur les branches nues des arbres. Seules quelques feuilles brunies crissent sous ses pas. Les oiseaux sont partis, la plupart vers les pays du soleil, vers le sud, et les autres, ceux qui restent, se cachent à l'abri du froid. Tout à coup, elle voit apparaître un oiseau magnifique. Ses ailes sont blanches, bordées de rouge. Son corps est bleu et son bec est doré. Elle n'avait jamais vu un oiseau aussi beau. Délicatement, il se pose sur son épaule. Jeanne n'arrive plus à respirer. Elle est émerveillée. Bonjour, je suis un oiseau magicien. Je fais tomber les flocons. Et en ouvrant ses ailes, l'oiseau fait naître une vraie chute de neige tout autour de l'arbre où il s'était posé. Alors, c'est toi qui fais l'hiver? Oui et non. Enfin, ce n'est pas moi tout seul. Si tu veux,
je vais te raconter comment ça marche. Dans le nord du pays vit Monsieur Hiver. Chaque année, à cette même époque, il nous envoie dans toutes les régions pour y apporter son message. Nous sommes 3. Moi, Floconou, mon ami Glagla, qui s'occupe du froid, et Blise, qui s'occupe du vent du nord. C'est à 3 que nous faisons l'hiver. Mais j'arrive toujours le premier. Tu sais bien que le froid et le vent, sans la neige, c'est triste. Lorsque j'arrive, les gens sont contents. Les enfants sortent dans les rues pour faire des batailles de boules de neige. C'est un peu comme une fête. Oh, mais c'est super! J'aime tant la neige. Jamais je n'aurais imaginé. Tu en as de la chance. C'est vrai, moi j'ai le beau rôle. Mais l'oiseau du froid, lui, n'est pas aimé du tout. Au même moment, un souffle glacé fait frissonner Jeanne et un oiseau vert vient se poser à côté de Floconou. Je parie que tu es brrr. Bien vu, je suis l'envoyé du froid. Alors, c'est toi qui fais les glaçons? J'aimerais bien en avoir un gros sur le bord de ma fenêtre. Pas de problème, je vais t'en faire un, mais avant tout, il faut que je gèle les cours d'eau, les patinoires et que je mette du givre aux carreaux des fenêtres. Jeanne enfonce ses mains dans ses poches, mais ses petits doigts s'engourdissent. Son nez devient tout rouge. Il est l'heure de rentrer, sa maman va s'inquiéter. Le cœur gros, elle quitte ses nouveaux amis, très heureuse pourtant d'avoir fait une rencontre si extraordinaire. En chemin, elle se dit que peut-être demain, elle verra le 3e envoyé. Ce sera alors vraiment l'hiver. Il est donc grand temps qu'elle sorte ses gants, son bonnet, son écharpe multicolore et son anorak à capuchon fourré. Le lendemain, en se réveillant, Jeanne se rend vite compte que l'envoyé du vent du nord est arrivé à son tour. On entend qu'il siffle à travers les fentes du toit et de la cheminée. Jeanne enfile ses vêtements et se dirige vers le parc. Dans l'arbre, il n'y a qu'un seul oiseau, très grand et tout gris. Et ses plumes sont tout ébouriffées. Dès qu'il aperçoit Jeanne, il lui crie « Veux-tu une tempête, un ouragan, un cyclone, une tornade? Je suis Blise, l'envoyé du vent. » Ça y est, les 3 oiseaux étaient réunis. J'ai quelque chose à vous demander. Comme tous les enfants, j'aime beaucoup la neige, mais pas trop de froid, pas trop de vent. Sinon, on ne peut plus jouer. Un peu d'étroit, ce serait parfait. Juste pour cet hiver. Les 3 oiseaux se regardent. D'accord, on va te faire le plus beau des hivers. Pas trop de froid, pas trop de vent, avec juste assez de neige. Personne n'a jamais su pourquoi, cette année-là, l'hiver a été très doux. Personne? Si, Jeanne. Et toi? Histoire pour les oreilles. C'est le début de l'hiver. Dans l'usine du Père Noël, les machines s'arrêtent les unes après les autres. Cela faisait maintenant quelques mois qu'elles tournaient à plein régime, mais tous les stocks sont refaits et les armoires sont pleines à craquer. Bidule, le lutin bricoleur, a bien vérifié qu'il n'y a rien de cassé. Farfouille s'assure que tout est bien rangé, les peluches avec les peluches, les jeux de construction avec les jeux de construction, les poupées avec les poupées, les tracteurs avec les tracteurs. La salle de repos est remplie de lutins fatigués. Plusieurs mois de travail, c'est vraiment usant. Et tous ces joyeux travailleurs ont vraiment besoin de vacances. Et comme chaque année, ces vacances vont être très, mais très amusantes. Ça va être le moment d'aller visiter toutes les maisons pour y faire des farces et des bêtises. Le Père Noël a envoyé une lettre à tous les enfants
leur disant qu'un lutin allait leur rendre visite, qu'il serait invisible le jour, mais que la nuit, il ferait plein de farces, et qu'il ne faut surtout pas lui faire peur, ni essayer de le voir. Mais comme il va faire un long voyage et qu'il va avoir très froid, il faut lui préparer un endroit très douillet pour dormir. Une boîte à chaussures avec une petite serviette de toilette, ça ira très bien, avec un biscuit et un verre de lait, parce qu'il aura très faim et très soif. Un matin de décembre, tous les lutins partent s'installer dans les maisons pour voir si les enfants sont sages, mais surtout pour faire des bêtises toute la nuit. Il n'y a que Gribouille qui reste. Elle est chargée de lire tout le courrier du Père Noël et d'y répondre. Ça fait un sacré travail. Un lutin vient d'arriver chez Manon. Il s'appelle Courteau Gros Bidon parce qu'il est très petit et très gourmand. Il aime bien voler entre les casseroles et manger ce qu'il y a au fond. De la compote de pommes, vite, vite, vite. Il faut que je finisse avant le lever du jour. Chez Margot et Lucas, c'est Chip Saucisse qui s'est installé. Le jour, c'est un petit lutin rouge et vert qui dort avec les peluches. Mais alors la nuit, il court partout dans le garde-manger pour y voler les saucisses et les jambons. Et quand il n'y a plus de saucisses, il vole les fruits. Il adore les bananes. Chez Léo, c'est Vol-Bougie qui a décidé de passer quelques jours. Il a remarqué que les décorations de Noël avancent bien et qu'il y a déjà des bougies partout. Il va se régaler. Et jusqu'à Noël, nos petits gredins vont faire plein de bêtises. Mais dans la maison, personne ne trouve ces petits trublions qui mangent les bananes et les bougies. Ils sont là, tout le temps, regardant les enfants faire le sapin et jouer avec les guirlandes la nuit. Quelques jours avant Noël, tous les lutins se retrouvent à la gare des lutins pour rentrer chez le Père Noël. Courteau Gros Bidon est là le premier, la bouche encore pleine. Chip Saucisse arrive tout essoufflé, un régime de bananes sur son dos, et Vol-Bougie se fait un peu attendre. Tout le monde est rentré. Le Père Noël leur demande à chacun si les enfants chez qui ils étaient gentils et méritaient des cadeaux. Mais le chef des lutins lui répondit que tous les enfants, quels qu'ils soient, auraient des cadeaux pour Noël. Le Père Noël sourit doucement. Bien sûr que tous les enfants auraient des cadeaux. Il fallait faire les paquets et préparer les rennes pour le long voyage de la nuit de Noël. Et les lutins se racontaient leurs aventures. Dis donc, au fait, n'oublie pas toi aussi de leur faire un petit lit douillet pour qu'ils viennent chez toi avec un biscuit et un verre de lait. Ils arrivent, j'en suis sûr. Histoire pour les oreilles. Il était une fois un cordonnier qui vivait avec sa femme. Le cordonnier gagnait sa vie en faisant des chaussures et en les vendant au marché. Mais malgré tous ses efforts, il n'arrivait pas à gagner assez d'argent pour faire vivre sa famille. Et la vie devenait très dure. Un jour, le cordonnier se retrouva sans le sou, plus assez d'argent pour acheter le cuir pour faire des chaussures neuves. Tout ce qui lui restait dans sa boutique était un seul morceau de cuir, le dernier. Il s'installa devant sa table de travail, comme il le faisait depuis de nombreuses années, et il découpa soigneusement le cuir. Il termina au coucher du soleil et commença à coudre les chaussures. Mais la nuit tomba et il arrêta son travail, fatigué. Il ferma son atelier et rentra chez lui. Il ne dormit pas très bien et se leva de très bonne heure pour aller terminer sa paire de chaussures. En arrivant dans son atelier, une surprise l'attendait. Sur sa table de travail se tenaient 2 chaussures magnifiques, brillantes de cirage. Très surpris, le cordonnier les examina soigneusement. Il n'y avait pas une seule erreur, pas un seul point de couture de travers. Ces chaussures étaient parfaites.
Il entendit la clochette de la porte. Un client venait de rentrer et trouva les chaussures tellement belles qu'il les acheta sur le champ et paya 2 fois le prix sans que le cordonnier n'eût un mot à dire. Avec cet argent, le cordonnier se précipita au marché pour acheter suffisamment de cuir pour fabriquer 2 paires de chaussures. Il découpa le cuir et commença à coudre avant d'aller se coucher. Et le lendemain, les 2 paires de chaussures étaient prêtes, magnifiques et luisantes. Il les vendit sans peine, et il avait tant d'argent qu'il put acheter du cuir pour 4 paires de chaussures. Il commença son travail, et le lendemain, comme les jours d'avant, les chaussures étaient prêtes. Et cela dura quelques jours. Chaque matin, il trouvait les chaussures prêtes. Les clients se pressaient dans son atelier. Tout le monde savait que ses chaussures étaient de très bonne qualité et son magasin était toujours plein. Le cordonnier avait maintenant de l'argent. Oh, on ne pouvait pas dire qu'il était très riche, mais en tout cas, il pouvait nourrir sa famille et vivre confortablement dans sa maison. Peu de temps avant Noël, le cordonnier tailla son cuir avant d'aller se coucher comme d'habitude et dit à sa femme « J'ai envie de veiller toute la nuit pour savoir qui m'aide à faire les chaussures. » Sa femme trouva que c'était une très bonne idée, alluma une bougie et alla se cacher avec son mari dans le placard de l'atelier. Minuit sonna. Le cordonnier entendit un léger bruit dans l'atelier et ouvrit tout doucement la porte du placard. Et ce qu'il vit fut incroyable. 2 petits lutins tout nus venaient de s'installer à la table de travail et se mirent à battre le cuir, à coudre, à couper, à coller, très vite, avec leurs petites mains, tellement vite que le cordonnier se demandait s'ils ne rêvaient pas. Ils ne s'arrêtèrent que quand tout fut fini. Ils alignèrent les chaussures sur l'établi et disparurent, pfff, comme ils étaient venus. Le lendemain, la femme dit à son mari « Grâce à ces petits lutins, nous sommes devenus très riches. Il faut les remercier. Tu as vu, ils sont tout nus. Ils doivent avoir bien froid comme ça. Sais-tu ce que nous allons faire? Moi, je vais coudre pour chacun une chemise, une veste et un pantalon, et je vais leur tricoter des chaussettes bien chaudes. Et toi, tu vas leur faire des souliers. » Ils travaillèrent toute la journée pour faire des habits, et ça coupait, ça cousait, ça collait, ça tricotait. Pas le temps de manger à midi, il fallait que tout soit fini pour le soir. Quand la nuit tomba, le cordonnier et sa femme posèrent les vêtements et les chaussures sur l'établi. Et ils se cachèrent dans le placard en laissant une bougie éclairer l'atelier. Minuit sonna. Les 2 lutins entrèrent dans la pièce pour se mettre au travail et, oh, surprise! Ils se mirent à éclater de joie et s'habillèrent immédiatement. Ils étaient tellement contents qu'ils se mirent à chanter. Maintenant nous voilà comme 2 rétendis. Pourquoi jouer encore les cordonniers ici? Et ils dansèrent toute la nuit, entre les tables, les chaises, l'établi, faisant des cabrioles, bondissant sur les meubles, et disparurent en chantant. À partir de ce jour, ils ne revinrent plus jamais. Le cordonnier continua son travail tout seul, ses affaires allaient très bien, et il n'a plus jamais manqué de quoi que ce soit. Sa femme et lui furent heureux pour le reste de leur vie. Histoire pour les oreilles. Il était une fois, il y a très très longtemps, une vieille dame qui habitait une toute petite maison dans la forêt.
Elle était très pauvre et n'avait pas grand-chose. Elle avait beaucoup d'enfants. Les grands l'aidaient à aller couper du bois pour entretenir le feu, et les petits l'aidaient dans le jardin pour ramasser les légumes pour la soupe ou nourrir les animaux de la basse-cour. L'hiver cette année-là avait été très dur. La neige était tombée en abondance et la vieille dame était restée chez elle, avec ses enfants, bien au chaud dans l'unique pièce de la maison. Le feu dans la cheminée maintenait une douce chaleur et toute la famille était bien confortable. Et quand ils allaient à l'école, les petits n'oubliaient jamais leur bonnet, leur écharpe et leurs bottes. Un beau matin, la vieille dame sortit comme d'habitude pour chercher du bois dans la grange et elle fut éblouie par le bleu du ciel. Un bleu que la vieille dame n'avait pas vu depuis longtemps, lumineux, profond et paisible. Et dans les arbres, les oiseaux se réveillaient et commençaient à chanter. Puis un drôle de bruit résonna dans la campagne, bien plus haut que la cime des arbres. Les enfants sortirent dans la cour pour voir ce qui se passait. Des centaines de points noirs se rapprochaient, des points noirs qui criaient, comme s'ils parlaient et se répondaient. C'étaient des centaines de grues et d'oies sauvages. Elles avaient passé l'hiver au chaud, en Afrique, comme chaque année, et maintenant elles revenaient pour quelques mois, s'installer près du grand lac, derrière la forêt. Et les enfants applaudissaient. C'est sûr, le printemps est arrivé. La neige avait fondu plus vite que d'habitude. Comme chaque année à cette période, la vieille dame savait qu'il fallait récupérer en cachette des œufs dans le poulailler. Il lui en fallait autant qu'elle avait d'enfants. Un jour qu'ils étaient à l'école et que les poules avaient bien pondu, elle les avait entendues chanter toute la matinée. Elle ramassa tout ce qu'elle pouvait et les fit bouillir dans une grande casserole pour les durcir. Mais elle ne s'était pas rendue compte que pendant ce temps-là, un de ces lapins, le lapin blanc, le plus petit et le plus beau, s'était échappé. La vieille dame s'installa sur la table de la cuisine. Elle sortit sa boîte de peinture et quelques pinceaux. Pour les familles qui ont quelques sous, c'est facile d'acheter de beaux œufs en chocolat chez le pâtissier. Mais pour ceux qui, comme la vieille dame, ont juste ce qu'il faut pour vivre et faire manger la famille, c'est impossible. Et c'est pour ça que chaque année, la vieille dame peignait les œufs de ses poules pour les rendre plus beaux. Des couleurs ravissantes, du rouge, du jaune, du doré, comme un air de fête. Les œufs brillaient de mille feux dans la cuisine et les enfants, une fois de plus, seraient émerveillés. Une fois que la peinture fut sèche, la vieille dame partit dans le jardin pour cacher les œufs avant le retour de l'école, dans les fourrés, sous une petite pierre, derrière les tulipes, dans le cerisier qui commençait à fleurir. Tout était prêt pour l'arrivée des enfants. Et le petit lapin blanc se cachait pour ne pas rentrer dans son clapier. C'était la veille de Pâques, et à l'école, il y avait beaucoup d'animations. Tous les enfants savaient que les œufs étaient arrivés. Certains disaient que c'était les oies sauvages, d'autres les cigognes, d'autres les cloches. Ça faisait beaucoup parler, et personne n'avait la solution. Les enfants de la vieille dame arrivèrent en courant. Pas besoin de goûter avant de se précipiter dans le jardin. Les œufs, criaient-ils. Ils les ramassaient, les uns après les autres, courant, galopant de branche en branche, de fleur en fleur. C'est à ce moment-là que le lapin blanc qui s'était échappé
en profita pour traverser la pelouse et s'arrêter nez à nez avec le plus petit des enfants. Mamie, c'est le lapin, je l'ai vu, c'est lui qui a apporté les œufs. C'est sûr, je l'ai vu. Mamie, c'est le lapin. La nouvelle fit grand bruit dans le village. Et c'est depuis ce jour-là que tout le monde croit que le jour de Pâques, les lapins pondent des œufs et viennent les cacher dans les jardins. Histoire pour les oreilles. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Lilou. Elle n'avait pas beaucoup d'amis. On pouvait même dire qu'elle n'en avait pas. À l'école, elle était seule à sa table. Personne n'avait voulu s'asseoir à côté d'elle. Et dans la cour de récréation, elle restait dans un coin. Pourtant, elle aimait jouer à la marelle. Mais personne ne voulait d'elle. Elle détestait les vacances. Personne ne l'invitait à faire des châteaux de sable sur la plage ou à jouer dans la piscine. Alors, elle avait pris l'habitude de rester seule. Et ça la rendait bien triste. Un jour d'ailleurs, elle était tellement triste qu'elle décida de sortir. Il neigeait beaucoup depuis le lever du jour. Elle mit son bonnet, ses moufles et ses bottes. Et après avoir marché un peu, elle s'assit sur un banc du jardin public et elle regarda la neige tomber. Son esprit partit vagabonder entre les flocons. Elle s'imaginait en train de faire une grande bataille de boules de neige avec des copains ou de faire un très joli bonhomme avec une grande carotte à la place du nez. Mais elle n'avait pas de copains. Elle devrait donc se contenter de regarder la neige tomber. C'est alors qu'un petit garçon s'assit sur son banc. Il était ronchon, mais surtout, il avait l'air triste lui aussi. Lilou le regarda longuement du coin de l'œil. Elle n'osait pas trop le regarder en face, mais elle en mourait d'envie. Soudain, elle prit une grande bouffée d'air pour se donner du courage. Bonjour, je m'appelle Lilou. Et toi, comment t'appelles-tu? Silence. Lilou se dit que c'était encore raté, que c'était normal, qu'elle n'intéressait personne. Elle allait se mettre à pleurer doucement quand elle entendit une petite voix qui lui répondait. Je m'appelle Léo. Et toi? J'ai pas bien entendu. Moi, je m'appelle Lilou et j'ai 5 ans. Tu fais la tête? Des enfants m'ont jeté des boules de neige dessus en me disant de partir. Je voulais juste faire un bonhomme de neige avec eux. Lilou comprit que Léo, lui aussi, ne devait pas avoir d'amis. Tu sais, je vais te dire un secret. Moi non plus, je n'ai pas d'amis. Ce n'est pas facile d'être toujours toute seule. Pourtant, ma maman me dit que je suis la plus gentille des petites filles. Mais ça ne suffit pas. Personne ne s'intéresse à moi et tout le monde est méchant avec moi. Tu voudrais être mon ami? Léo la regarda et ses yeux se remplirent de larmes de joie. Enfin, quelqu'un voulait être son ami. Oh, Lilou, oui, ça me ferait tellement plaisir que tu sois mon ami. Lilou prit la main de Léo. Tu voulais faire un bonhomme de neige? Alors allons-y. On va le faire tous les deux et ça sera le plus beau des bonhommes de neige. On lui mettra mon bonnet et ton écharpe. Il sera magnifique. Les deux nouveaux amis partirent en courant au centre du parc, sous le grand sapin. Il y avait plein de neige. Ils n'arrivaient pas à la ramasser tellement ils rigolaient à l'idée de faire ce magnifique bonhomme de neige. Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé à Lilou. Et Léo chantonnait. Il était heureux d'avoir trouvé une petite amie pour jouer. Tiens, Lilou, tu t'occupes de faire une petite boule pour la tête. J'ai trouvé des châtaignes pour les yeux et un bout de bois pointu pour le nez. Avec toutes ces brindilles, on fera des cheveux qui sortent du bonnet. Oui, d'accord. Et toi, tu t'occupes de lui faire un gros ventre rond. Si tu trouves d'autres châtaignes, ça fera les boutons de son manteau. Et pendant que Léo s'activait à faire le corps du bonhomme,
Lilou lui lança une boule de neige et éclata de rire. Léo répliqua en lui en lançant une à son tour. Une bonne rigolade. Ça faisait tellement longtemps. Et il riait tellement fort que d'autres enfants, curieux de voir ce qui se passait, arrivèrent sous le sapin. Bonjour, est-ce qu'on peut jouer avec vous? Lilou se dit que c'était bien la première fois de sa vie qu'on lui posait cette question. Elle regarda Léo, qui lui faisait bien comprendre qu'il avait envie de jouer avec eux. Mais il était un peu fâché, c'était quand même eux qui l'avaient exclu de leur jeu. Mais Lilou lui chuchota dans l'oreille. Il faut oublier tout ça. Même s'ils ont été méchants, il faut leur pardonner. Tu vois, maintenant, c'est eux qui viennent demander. Personne ne mérite d'être rejeté. Jamais on n'avait vu plus beau bonhomme de neige dans le pays. Et depuis ce jour-là, Lilou et Léo sont inséparables.